Salut à tous les amis, bienvenue dans une nouvelle émission du Fil des Postes. Aujourd'hui, je vais faire simplement une émission de complément. C'est une vidéo réaction, encore une fois, pas super préparée, mais qui j'espère vous intéressera. On va parler aujourd'hui de communisme et d'homophobie. Alors vous allez voir où je veux en venir. En fait, pourquoi je réagis tout ça, pourquoi j'ai cette idée-là, en fait, c'est parce que je suis tombé tout à l'heure sur une dessinatrice, enfin je sais pas si vous la connaissez, je crois qu'elle s'appelle Mouflette, ou un truc comme ça, Mouflette, oui. Donc c'est une dessinatrice qui dessine souvent sur Twitter, en fait, qui poste ses dessins sur Twitter. Je pense que c'est une jeune étudiante parisienne, voilà, gauchiste évidemment, hein. Enfin, évidemment, je vous le précise. Donc voilà, qui fait des petits dessins et qui souvent, alors, se moque un petit peu, essaye de se moquer en fait des droitards. Souvent c'est très cringe ce qu'elle fait, enfin c'est pas très drôle. Enfin, c'est drôle contre son gré parce que du coup, c'est tellement malaisant que ça en devient un peu drôle. Surtout qu'elle essaie toujours de se justifier parce que les gens viennent un peu se moquer d'elle et tout ça. Bon, elle a pas l'air ultra méchante, mais on voit que c'est typiquement la jeune étudiante gauchiste, voilà, de base, et qui est très naïve aussi, très très naïve sur pas mal de choses. On va voir pourquoi. Donc elle s'attaque souvent effectivement aux droitards hein, dans ses dessins. Et elle s'attaque aussi effectivement à une certaine gauche réactionnaire. En l'occurrence, elle a fait un dessin hier, donc en fait, qui s'attaquait à Fabien Roussel, donc c'est le chef, enfin je sais pas comment on dit aujourd'hui, le secrétaire général du PCF, ou le président du PCF, en tout cas voilà, le chef du PCF, du Parti communiste français. Et donc elle se moquait de lui parce qu'apparemment, Roussel aurait fait une intervention récemment dans les médias où il aurait dit que il critiquait en fait les woke, donc le phénomène woke, ça lui plaisait pas trop, donc il critiquait ça. Il critiquait, enfin il apportait aussi, enfin il essayait d'exprimer, si vous voulez, une espèce de patriotisme, une espèce de, je crois qu'il a même défendu un petit peu l'institution policière en tant que telle. Et évidemment, tout ceci, ça cause un bug, effectivement, chez pas mal de jeunes gauchistes, hein, justement chez les woke, dont manifestement Mouflette ou Mouflaquette, je sais pas comment, fait partie. Mais c'est toujours assez drôle en fait, c'est assez rigolo parce que ces gauchistes qui aujourd'hui effectivement sont beaucoup plus. Parce que si vous voulez, aujourd'hui, quand on pense à la gauche, on pense plus vraiment au Parti communiste. Alors, on pense parfois au communisme, au collectivisme, mais finalement, c'est assez paradoxal, mais le collectivisme, quand on pense aujourd'hui à communisme, collectivisme, socialisme, tous ces trucs-là, finalement, on pense plutôt au Forum économique mondial, on pense plutôt à Klaus Schwab, on pense plutôt à Bill Gates, à des gens qui pourtant sont en fait a priori, hein, des espèces d'ultra-capitalistes mondialistes. C'est pas un hasard évidemment, hein, parce qu'aujourd'hui nous sommes, enfin ces gens-là en tout cas, notamment Klaus Schwab, essayent de développer ce fameux concept de capitalisme des parties prenantes, donc de stakeholder capitalisme. Euh, que moi j'appelle également le collectivisme oligarchique. Bon, donc c'est assez rigolo, il y a pas mal de paradoxes dans cette époque qui sont assez drôles, en quelque sorte, hein. Et donc cette dessinatrice, eh bien, comme d'autres woke et SJW et autres, eh bien, sont très choqués de voir effectivement que le Parti communiste français, alors défend, on va dire, une certaine idée de l'ordre. Ben, en fait, il faut juste quand même se rendre compte de ce que c'était, de ce qu'ont été tous les États, si vous voulez, communistes, contre lesquels, évidemment, nous avons beaucoup de reproches à faire en tant que catholiques, évidemment, puisque ce sont des régimes qui étaient, évidemment, collectivistes, antichrétiens, athéistes, et en plus de ça, génocidaires, et même encore pire que ça, enfin voilà, qui ont assassiné des millions et des millions de gens au XXe siècle. Mais on ne peut pas dire que ces régimes communistes ne sont pas, si vous voulez, non, en tout cas à partir de Staline, et dans d'autres latitudes également, sous la Chine de Mao et puis la Chine encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que ces pays n'ont pas une certaine idée de l'ordre, hein. On ne peut pas dire que ce ne sont pas des États qui méprisent, on peut pas dire que ce sont des États qui méprisent la force policière, c'est clair et net. Donc c'est assez drôle de voir les woke aujourd'hui s'étonner que le président du Parti communiste français défende l'institution policière. Mais comment croyez-vous qu'un État communiste puisse fonctionner sans une police extrêmement zélée, extrêmement, comment dire, réprimante? Bon, c'est assez drôle, ces gens-là, ces jeunes gauchistes ont complètement semblent oublier en fait d'où ils viennent. C'est ça qui est drôle. Vous savez, je parle souvent de ce phénomène
crise, de crise identitaire dans cette mesure que beaucoup d'identitaires nous semblent être frappés parfois d'amnésie, hein, ils ne semblent pas très bien comprendre ce qu'était effectivement la chrétienté, ou en tout cas l'Europe chrétienne, eh bien, on peut dire également que beaucoup de jeunes woke, de jeunes gauchistes, semblent oublier en fait ce qu'était le communisme il y a encore pas si longtemps, hein. Le communisme officiel, je veux dire le stalinisme officiel, il y a encore dans les années 70 par exemple. Hein. Justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que j'ai découvert pas mal de petites citations assez drôles, et en fait ça me fait penser, il y a quelques semaines, si vous vous souvenez, j'avais fait une émission qui s'appelait, je crois, la banalisation de l'homosexualité. Donc j'avais expliqué un petit peu, par quelques exemples, hein, quelles avaient été les intrigues, les complots même, on peut appeler ça comme ça, on peut vraiment parler de complot. J'avais expliqué comment certains milieux, notamment aux États-Unis, hein, certains lobbies, on va dire, LGBT, justement, avaient mis en place toute une stratégie à partir des années 80 pour banaliser vraiment l'homosexualité, faire rentrer en fait l'homosexualité dans les mœurs, justement par l'utilisation de l'argent, hein, donc de la force du capital, mais aussi évidemment en imposant ces thèmes dans la culture populaire, hein, dans le monde de la musique, dans le monde du cinéma, dans les publicités, dans les médias, par des articles qui justement, un peu comme Édouard Bernays l'avait enseigné déjà il y a longtemps, hein. Édouard Bernays avait utilisé beaucoup cette méthode, hein, la méthode des médias en fait. Hein. Une fois que vous faites passer une idée, si vous voulez, dans les médias, dans les journaux, sur les plateaux de télévision, comme les gens aujourd'hui dans cette société de masse dans laquelle nous sommes, passent leur temps effectivement, en tout cas une partie du peuple, hein, effectivement, est très influençable justement par la puissance médiatique, par l'hypnose médiatique, eh bien, c'est comme ça, effectivement, qu'on peut banaliser certaines idées. Hein. C'est comme ça qu'on peut banaliser le fait, je sais pas moi, de l'avortement, du divorce, de l'homosexualité, de la transsexualité, tout ce que vous voulez. Et donc, voilà, j'avais expliqué que c'était la méthode qui avait été employée, effectivement, par ces associations de gauche qui, notamment, alors leur outil principal, c'était quand même l'argent, c'était quand même la puissance du capital. C'est ça qui est assez intéressant, notamment chez ces woke et SJW, c'est que ils se prétendent effectivement anticapitalistes, etc., mais aujourd'hui, il n'y a pas en tout cas dans l'époque moderne, dans l'époque contemporaine, hein, je veux dire, je parle des 70-80 dernières années, la gauche culturelle, on va dire ça comme ça, c'est principalement, si vous voulez, la tendance qui reçoit systématiquement les subsides du grand capital et des États, effectivement, des gouvernements, etc., etc. Donc ces gens devraient quand même se poser des questions. Comment se fait-il qu'effectivement leurs soi-disant ennemis soient en fait leur bailleurs de fonds? Bon, ça c'est une question sur laquelle on pourra peut-être revenir une autre fois. Bon, en tout cas, c'est assez intéressant de voir qu'effectivement à partir des années 80, vous avez eu cette espèce de shift, ce double shift en fait, hein, excusez-moi pour mon anglicisme, mais vous avez eu d'une part effectivement le déclin, hein, du Parti communiste français. Alors, on va rester sur la France, hein, parce qu'on pourrait évoquer ce déclin dans d'autres parties du monde, mais en France, vous avez eu clairement un déclin du Parti communiste français, pour diverses raisons. Et je pense, et on va le voir on va découvrir pourquoi, justement, dans ces années-là, vous avez eu une espèce de chambardement, alors qui s'explique par plein de raisons. Hein. Vous avez eu la montée du Parti socialiste de François Mitterrand, hein, qui n'était pas si puissant que ça, on va dire, dans les années 60-70, hein, c'était pas grand-chose, le Parti socialiste, en fait. Je sais même pas, d'ailleurs, s'il s'appelait pas autrement, justement, avant Mitterrand, ou bref. Et donc, voilà, le Parti communiste français s'est fait pas mal siphonner des voix, à la fois par le Parti socialiste, mais aussi par le Front national, qui, finalement, avait récupéré une grande partie de l'électorat, notamment ouvrier, hein. Ce qui est toujours, d'ailleurs, le cas aujourd'hui, pour ce qui reste, effectivement, de l'électorat ouvrier en France. Donc vous avez eu ce phénomène-là, et puis en même temps, vous avez eu une espèce de montée de ce qu'on appelle aujourd'hui les jeunes communistes, hein. En fait, de toute cette génération, qui a été très influencée par les idées, justement, des années 60-70, c'est-à-dire mai 68, le freudo-marxisme, le trotskisme, comment appelle-t-on ça encore, le marcusianisme, l'école de Francfort également. Toute cette gauche synthétique qui s'est formée, justement, dans ces années-là, et qui existait déjà avant-guerre, hein, qui existait déjà en embryon avant-guerre, mais qui était quand même très minoritaire, on va le voir pourquoi à l'époque. Dans l'après-guerre, finalement, la gauche, on va dire, orthodoxe, je ne parle pas forcément des sociodémocrates, je parle plutôt des communistes staliniens,
se sont fait petit à petit dépasser justement par cette gauche, cette nouvelle gauche en quelque sorte, à la fois les socialistes sur le point de vue politique, électoral, mais au niveau culturel, au niveau, si vous voulez, de l'influence populaire et politique, c'est vraiment le gauchisme en fait qui a tué aussi en fait, le Parti communiste français. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez aujourd'hui, on en voit parfois, j'en vois parfois aux États-Unis, il y en a aussi quelques-uns en France, là il y a un jeune, j'ai oublié son nom, là, un jeune qui est assez intelligent, malheureusement il est communiste, mais bon, qui tient, je crois, une espèce d'institut de l'homme, l'institut de l'homme nouveau, un truc comme ça, je sais plus. J'ai oublié son nom, mais c'est un type assez intelligent, me semble-t-il. Ces gens-là, effectivement, on voit en fait, si vous voulez, on voit un retour en fait d'une gauche anti-woke. On voit aussi quelques profils comme ça sur Twitter, donc des gens qui effectivement se revendiquent, en fait, d'une tradition en fait plus stalinienne, ou en tout cas plus relevant vraiment plus d'un marxisme orthodoxe entre guillemets. Et en fait, quand vous comprenez vraiment tous les systèmes de gauche, vous comprenez effectivement pourquoi ces gens-là ont un vrai mépris, si vous voulez, pour les gauchistes woke. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, comme je le disais, quand on pense aujourd'hui gauche, on pense immédiatement gauchisme, wokisme, SJW. On pense, comment il s'appelle, Rousseau, la dingo du Parti des Verts. On pense à ça quand on pense à la gauche. On pense à une tarée qui se prétend écologiste et qui défend pourtant tout ce qui est de plus anti-nature, antinaturel, c'est-à-dire le mariage homosexuel, l'avortement, tout ce que vous voulez, la transsexualité. Voilà à quoi on pense quand on pense gauche. On pense à Joe Biden, on pense à Kamala Harris, on pense à Trudeau, on pense même, pourquoi pas, à Macron, Macron est de gauche aussi, etc. etc. C'est vrai que ça peut toujours été le cas, et il y a encore des personnes qui, à mon avis, ne font pas bien ces distinctions, parce qu'il faut quand même les faire, si on veut avoir une vision intelligente et correcte, notamment de nos adversaires, parce que tous ces gens-là sont nos adversaires, évidemment. Mais vous avez aussi d'autres personnes, vous savez, qui ont encore un petit peu une vision un peu simpliste. Si vous êtes de gauche, vous êtes forcément un communiste, collectiviste, etc., etc. En fait, c'est plus complexe que ça, parce qu'on voit clairement que cette espèce de gauche woke, SJW, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler de façon générique, en fait c'est la gauche marcusienne ou post-marcusienne, en fait c'est une gauche libérale-libertaire qui effectivement, sans parfois s'en rendre compte, ou parfois du moins en totale hypocrisie, a totalement adopté, si vous voulez, c'est totalement intégré en fait au système ultra-capitaliste. Ce qui est assez paradoxal, encore un autre paradoxe de notre époque. Mais aujourd'hui, on va parler alors un petit peu justement du communisme d'avant-guerre, ou en tout cas du communisme, on va dire, traditionnel. Il semble qu'il y ait également une tradition communiste, c'est pas moi qui le dis, c'est le père Ryan, le révérend père Ryan, donc, qui a écrit dans un article sur le communisme dans l'encyclopédie catholique de 1908. C'est un article très intéressant parce qu'effectivement, il nous explique à peu près quels sont les tenants, quels sont les tenants doctrinaux du communisme, quelles sont les distinctions entre anarchisme communiste, entre socialisme et communisme au sens strict. Il nous rappelle également que finalement le communisme, c'est une idée qui vient d'assez loin. C'est une idée qu'on peut retrouver... alors lui, il dit, alors je le cite, la première opération ou application du principe communiste, dont nous avons un bilan, a eu lieu en Crète vers l'an 1300 avant Jésus-Christ. Tous les citoyens étaient éduqués par l'État de manière uniforme, et tous devaient manger donc aux tables publiques en commun. Selon la tradition, c'est cette expérience qui a poussé Lycurgus à mettre en place son célèbre régime à Sparte. Et si on lit également, alors les théologiens nous expliquent également que vous avez aussi d'autres doctrinaires, je crois que c'était Carpocrate, je crois, le gnostique Carpocrate, qui lui aussi avait mis en place une espèce de système communiste complètement dingue, puisque là il s'agissait en l'occurrence carrément d'aller jusqu'au partage, si vous voulez, des mariés et des épouses entre les membres de la communauté, donc là c'était carrément le lupanar. Mais tout ça pour dire que finalement, le communisme, il faut bien comprendre quelle est sa définition. Alors voici la définition qu'en donne le père Ryan. Je cite, « Dans sa signification plus générale, le communisme fait référence à tout système social dans lequel toute propriété, ou du moins tous les biens de production, appartiennent au groupe ou à la communauté plutôt qu'aux individus. » Donc effectivement, c'est ça le communisme. Donc il y a un problème. Le problème qu'il y a dans le communisme,
Et ça, c'est quelque chose qui est rappelé notamment par... Voilà, tout ça, c'est très bien expliqué par le pape, évidemment, Léon XIII, dans son encyclique Rerum Novarum, hein, donc qui condamne à la fois, effectivement, le collectivisme, le socialisme, qui en montre, évidemment, tous les mauvais aspects, et qui, donc, cette encyclique, notamment, expose longuement la doctrine, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Hein. La doctrine sociale de l'Église, en fait, pardon. Et ça, c'est très important parce que, voyez-vous, pourquoi il faut bien comprendre que le socialisme et le communisme ont été parmi les rares doctrines politiques à avoir été explicitement condamnées par le magistère, notamment au XXe siècle, enfin fin du XIXe, début du XXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le communisme ou le socialisme se fonde sur une idée, ou plutôt entre en concurrence directe avec une idée centrale de l'Église. C'est-à-dire la défense, si vous voulez, ou plutôt la défense de ce concept ce concept de la justice sociale, qui est un concept chrétien à la base, hein. C'est un concept entièrement chrétien, mais qui a été subtilisé, comme beaucoup d'autres concepts, hein, qui sont des concepts en fait quasiment naturels, hein. Ce sont des choses quasiment qui relèvent de la loi naturelle, quand on y réfléchit bien. Beaucoup de concepts comme ça, évidemment, ont été détournés, hein, de tout temps, ont été détournés par des systèmes antichrétiens ou pseudo, ou en tout cas qui se prétendaient être soit des systèmes religieux, soit des systèmes purement politiques, peu importe. Mais voilà, ça s'est toujours passé comme ça. Je vous conseille vraiment de lire cette encyclique, puisque c'est vraiment la base également de la doctrine politique catholique, hein. Enfin, c'est l'un des textes majeurs de la doctrine politique catholique, donc l'intégralisme. Je vous conseille vraiment de la lire très attentivement. Alors voici en fait un résumé, si vous voulez, de cette critique du socialisme ou du collectivisme, telle qu'elle est enseignée donc, par le pape Léon XIII, qui ici nous est résumée par le révérend Père Ryan, qui nous dit, je cite, « L'égalité totale recherchée par le communisme est une interprétation bien intentionnée à la base, mais erronée de la grande vérité morale, c'est-à-dire que comme personne est selon Dieu, devant Dieu, tous les êtres humains sont égaux et tous ont essentiellement les mêmes besoins et le même destin ultime. Mais alors que l'Église sanctionne le principe de mise en communauté sur le principe de volontariat pour quelques-uns, et notamment ceux qui ont la vocation à la vie religieuse, eh bien, dans le même temps, l'Église condamne le communisme universel, obligatoire ou légalement impliqué dans la mesure où elle maintient effectivement fermement le droit naturel de chaque individu de posséder la propriété privée, de jouir de la propriété privée. Et donc l'Église a réprouvé le communisme, notamment dans l'encyclique Rerum Novarum. Donc voici le problème en fait avec le communisme, c'est que tandis qu'effectivement vous pouvez avoir des formes, évidemment, vous pouvez avoir des formes de vie en communauté tout à fait légitimes, et notamment dans l'Église. Hein. C'est évident que c'est ce qu'on voit notamment dans un certain nombre d'ordres religieux, notamment forcément les ordres monastiques, les sororités, etc. Ça c'est clair. Mais par contre, le gros problème avec le communisme, c'est que c'est un système qui se veut universel. Donc on oblige tout le monde, ou on les contraint d'une façon ou d'une autre finalement, à ne plus jouir en fait de la propriété privée, ou en tout cas d'en jouir de façon très réduite. Très très réduite. Et ça, c'est un grave problème, puisque comme le dit le pape Léon XIII dans Rerum Novarum, le droit à la propriété privée, ça relève de la loi naturelle. Donc aucun gouvernement, aucun État, personne n'a le droit, si vous voulez, d'interdire la propriété privée, même de la réduire, si vous voulez, de façon qui paraîtrait abusive. Enfin, il cite également ce passage de la Sainte Bible, des commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni sa maison, ni son champ, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni de rien de ce qui est à lui. Donc, vous voyez qu'il y a un double problème. Donc, non seulement on voit clairement qu'il y a un problème vis-à-vis de la loi naturelle, de la justice, hein, c'est-à-dire que quelqu'un il a sa propriété privée, pourquoi lui en priver ? De quel droit l'État pourrait le priver de sa propriété privée ? Deuxièmement, on voit aussi que que ça va contre la loi divine, tout simplement. Dieu nous a explicitement dit, dans les 10 commandements, voilà, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Mais qu'est-ce que c'est le communisme finalement ? C'est l'État finalement qui se fait
le voleur en chef. C'est l'État qui dit, voilà, maintenant, toi, tu as fait cet atelier ou cette ferme, tu as cette ferme depuis des générations, c'est ce qu'ont fait les bolcheviks, hein. Ok, toi, le fermier, tu es un complice du capitalisme bourgeois, donne-nous tes moyens de production, et sinon, voilà, ça va très mal se passer pour toi. Et d'ailleurs, on te réquisitionne toi, et de toute façon, et toute ta famille, voilà, on vous met en esclavage pour le bien, évidemment, bien sûr, pour le bien commun, évidemment. C'est comme ça qu'ils vont justifier la chose. Et puis évidemment, ça va plus loin le communisme, hein, ça va plus loin que ça, puisqu'il y a aussi, c'est pas seulement une attaque contre la propriété privée, mais c'est aussi une atteinte en fait à la souveraineté personnelle, à la souveraineté des corps tout simplement, hein. C'est-à-dire que dans un système communiste, finalement, le sujet, je sais pas comment, enfin le camarade citoyen, je sais pas, techniquement n'est plus vraiment maître, si vous voulez, de son corps. C'est-à-dire que l'État dispose, comme il veut, du citoyen. On l'a vu notamment sous tous les régimes communistes, hein, si vous êtes soupçonné de quoi que ce soit, hop, on vous prend et on vous arrête et sans autre forme de procès, ou en tout cas avec une parodie de procès, on vous envoie pour 20 ans ou 30 ans de travaux forcés au fin fond de la Sibérie. Sous le moindre soupçon, avéré ou pas, peu importe, hein. Donc c'est un régime profondément injuste, profondément anti-naturel, anti-humain et anti-chrétien. Donc vous voyez quel est le problème avec le communisme, c'est que finalement le communisme, comme l'a dit le père Ryan, c'est en fait voilà, le père Ryan nous dit que le communisme, à la base c'est une espèce de bonne intention quelque part, en tout cas chez certains auteurs, hein. Certains auteurs réagissaient beaucoup de premiers auteurs du communisme réagissaient en fait aux problèmes causés notamment par le capitalisme qui s'était développé notamment à l'époque de la première révolution industrielle, qui effectivement paradoxalement avait ce système-là, ce système économique, hein, typique de la moitié du 19e siècle. Finalement, paradoxalement, il était né entièrement de la Révolution française, hein, enfin de la Révolution de façon générale. Mais au lieu de libérer, comme la Révolution française avait prétendu, de libérer, si vous voulez, le peuple des chaînes de la monarchie chrétienne, etc., mais en fait, avait soumis le peuple à un nouvel esclavage. Et encore pire, puisque cet esclavage n'avait pas vraiment de barrière morale, c'est-à-dire la réputation légalisée, si vous voulez, de ce capitalisme, hein, extrêmement agressif qui avait cours à l'époque. Et dans lequel, effectivement, il n'y avait qu'à voir les conditions de travail à l'époque, notamment dans certaines industries, notamment avec tous les problèmes qui étaient causés par exemple, le travail des mineurs, la paupérisation, ça avait été un gros problème également. Louis-Napoléon avait fait toute sa campagne justement sur ce sujet, avec tous les problèmes sociaux et tous les dérèglements sociaux que ça produisait, hein. Notamment, même ne serait-ce qu'en matière de mœurs, par exemple, hein. Il faut voir aussi que l'explosion d'une certaine prostitution, notamment de la prostitution infantile, à la fin du XIXe siècle, notamment dans les grandes villes industrielles en Angleterre, c'était un phénomène tout à fait stupéfiant à l'époque. La prostitution infantile, eh bien, c'était aussi en grande partie causé justement par cette espèce de société capitaliste, ultra-industrielle, mais également très amorale, à bien des égards. Donc il faut bien voir que bien souvent, on peut dire que c'est pas mal de communistes, et on peut tirer aussi la même conclusion peut-être avec certains révolutionnaires, ils ont été trompés par une apparence de bien en fait, hein. Péché sous apparence de bien, c'est un classique. C'est-à-dire que certains d'entre eux, je pense, étaient, comme l'a dit le père Ryan, étaient bien intentionnés, ils voulaient vraiment, si vous voulez, ils pensaient s'opposer efficacement à un système injuste, sauf qu'ils ont appliqué justement, ils ont trouvé une doctrine tout à fait injuste, enfin ils sont allés à l'extrême opposé, alors qu'en fait évidemment la bonne solution, c'était de revenir en fait au principe de la chrétienté, hein. C'est ce que proposait l'Église, et ce qui a rappelé l'Église notamment au XIXe siècle, notamment sous le règne du pape Léon XIII, avec la doctrine sociale de l'Église, l'intégralisme, etc., etc. Donc aussi bien, c'est ce que je dis souvent, la monarchie sous Louis XVI avait beaucoup de défauts, si vous voulez, hein. Il y avait beaucoup de défauts qui faisaient que malheureusement, elle ne pouvait que s'écrouler en fait, hein. C'est qu'il y avait plein de réformes qui n'avaient pas été faites, hein.
et que Louis XVI n'avait pas eu la présence d'esprit de faire. Et finalement, la société, la société par exemple de la fin du XIXe siècle également avait ce même genre de problèmes qui ont généré également donc une réponse tout aussi extrême, en particulier le communisme. Et donc on voit dans tout ceci que, à la base, même si effectivement le communisme en particulier est un mouvement qui est particulièrement anti-chrétien, c'est-à-dire dans la mesure où il refuse l'idée en fait de Dieu, de la religion en tout cas, hein. C'est quelque chose surtout qui a été très marqué par Engels notamment, encore plus sous Lénine, mais ça ne veut pas dire que ces fondateurs du communisme, ça ne veut pas dire qu'ils étaient dépourvus d'une certaine éthique, puisque évidemment, dans un système doctrinal, surtout comme le leur, évidemment qu'ils avaient une éthique de justice sociale, et on le lit chez le père Ryan, c'est que l'un des principes, si vous voulez, de l'éthique communiste, c'était la recherche de l'égalité totale entre tous les hommes, entre tous les êtres humains. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une vision organique des choses. L'Église catholique professe également une égalité, effectivement, comme personne, une égalité en tant que personne des êtres humains devant Dieu, c'est évident. Et donc, je complète, et donc le Père Ryan nous dit aussi, donc les êtres humains sont égaux comme personne devant Dieu, c'est-à-dire qu'ils ont les mêmes besoins et ils ont le même destin. Mais il est évident que tous les hommes ne sont pas égaux, en fait, dans la mesure où tous ne sont pas dans les mêmes dispositions, ne naissent pas dans les mêmes dispositions, que ce soit en termes pour des questions ethniques, pour des questions géographiques, des questions de classe sociale, à des époques différentes. Ils ne naissent pas pareil, il y en a qui naissent petits, il y en a qui naissent grands. Certains sont des hommes, d'autres ce sont des femmes. Un enfant, ce n'est pas l'égal d'un adulte, etc., etc. Donc il y a un problème, effectivement, il y a aussi un côté antinaturel, si vous voulez, à ce niveau-là dans le communisme, c'est de rechercher cette espèce de prétention à l'égalitarisme. Prétention, évidemment, qui est vite rattrapée par les faits, puisque quand vous voulez mener une révolution, il faut quand même un minimum de discipline. Donc vous avez les sous-fifres de la révolution, vous avez les chefs, vous avez les sergents, les chefs, et vous avez le commandeur suprême, vous avez le grand secrétaire général du parti, Joseph Staline, qui lui n'est certainement pas l'égal du pauvre petit opprimé qui est dans les goulags. Donc cet égalitarisme, évidemment, est un petit peu une utopie, en fait, hein, ou en tout cas ce n'est pas du tout une idée organique. Et ça en devient au bout d'un moment, effectivement, quasiment une revendication cynique, hein, évidemment. Bon, maintenant, passons à ce que j'évoquais tout à l'heure. Je parlais justement de ces woke qui aujourd'hui, effectivement, là, donc notamment de Mouflette, là, qui était choquée parce que elle était très choquée, voilà, parce que Fabien Roussel, qui pourtant n'est pas du tout notre ami, on ne cherche pas ici à défendre Fabien Roussel, mais elle le critiquait parce que, en gros, il avait critiqué les woke, il avait défendu l'institution policière, et il avait aussi défendu, en gros, le patriotisme, hein, notamment nos terroirs, notre tradition française culinaire, ou des choses comme ça. Et donc ça avait conduit cette Mouflette-là à faire un dessin où, en gros, vous voyez une petite nana qui se balade et qui réfléchit, oui, il faudrait faire, je sais pas quoi, il faudrait revenir, je sais pas quoi, au vrai matérialisme marxiste, etc. Puis elle croise Roussel, qui lui débarque, voilà, un petit peu en tenue de chasseur, et qui est décrit en fait comme une espèce de gros beauf, en disant, ouais, c'est ça la culture française, tiens, je sais pas quoi... voici mon passe laïcité, donc il lui met un saucisson dans la tête. Et donc il y a la petite nana qui est toute choquée. Mais monsieur Roussel, je comprends pas, qu'est-ce qui vous prend? Donc en fait, voilà, elle décrit Roussel comme étant un beauf, parce que Roussel, dans l'intervention là qu'il a eue ces derniers jours là, dans les médias, parce que Roussel en fait défendait des choses assez basiques, hein, il défendait l'institution policière. Commentaire de ma part, dans toute société, il faut une police, hein, il faut un ordre social, hein, il faut de la sécurité, pas de liberté sans sécurité, donc il faut une police, c'est comme ça. Bon, je vois pas en quoi c'est choquant que même un communiste défende la police, ça me paraît normal, en tout cas l'institution. Hein. Roussel défendait également la production,
la production française, hein, ce qui est là encore une tradition plutôt communiste. Enfin, le Parti communiste français était connu pour faire d'assez belles affiches, hein, il faut reconnaître ça objectivement, dans les années 60, 50-60, hein, il faisait des belles affiches, produisons français, etc. etc. Donc voilà, là encore, patriotisme industriel, souverainisme même, et tout ceci évidemment est caricaturé par cette jeune gauchiste comme étant voilà, le summum de la beaufitude. Voilà, donc défendre en fait son pays, même en tant que communiste, c'est être un énorme beauf et donc un facho. Hein. Alors évidemment, son tweet est intéressant, mais ce qui est plus intéressant en général, ce sont les réponses sous ses tweets, parce qu'elle se fait toujours dégommer, à la fois par des marxistes, on va dire un petit peu, qui se la jouent un peu à l'ancienne, un peu traditionnelle, et à la fois évidemment voilà, par des gens de droite qui vont... en fait, qui sont tous d'accord pour dire oui, mais attends, déjà tu te rends pas compte que déjà toi t'es une espèce de bobo parisienne bourgeoise, ce à quoi elle répond, ah oui mais je vis dans un crous. Ah, ok, excuse-nous, tu habites dans un crous, donc effectivement, tu es une prolétaire, manifestement. Alors qu'elle doit être étudiante en je sais pas quoi, en sociologie, j'en sais rien, bon bref. Pas de diffamation. Et à côté de ça, donc, et puis les gens lui disent, donc pour toi, en fait, enfin, tu te rends pas compte qu'en fait, du mépris de classe que tu es en train de produire, là. Et c'est ça que beaucoup de woke ne comprennent pas, c'est que ce sont des gens qui se prétendent effectivement, alors... ils se prétendent féministes, anticapitalistes ou je sais pas quoi, mais ce sont les gens, déjà qui ont souvent des notions très très faibles en matière de doctrine, hein, c'est-à-dire ce sont des gens qui ne connaissent pas vraiment ce que c'est le marxisme ou des choses comme ça, ou les doctrines, on va dire, authentiques, originales du marxisme. C'est-à-dire même moi, en tant que catholique, anti-marxiste, je connais mieux le marxisme que ces gens-là. Bon. Et pourtant, je suis pas un spécialiste. À côté de ça, et donc à côté de ça, ben, ces genres de gauchistes vont passer leur temps effectivement à effectivement faire du mépris de classe. Donc à se foutre de la gueule, ou à faire des caricatures, si vous voulez, du français bah, qui aime son pays, qui aime je sais pas, ses traditions culinaires, qui aime chasser par exemple. Voilà. Pour eux, c'est le summum du facho. C'est le facho, voilà, parce qu'il chasse, il aime son pays. Il aime la bonne bouffe française, c'est un facho. Voilà. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a vraiment une césure. Enfin, une césure. Le problème, c'est que l'essentiel, encore comme je disais, l'essentiel de la gauche, aujourd'hui, c'est une gauche gauchiste. Pourtant, le gauchisme a été critiqué même par Lénine à l'époque. Il appelait ça la maladie infantile du communisme, je crois, ou du socialisme, je ne sais plus. Mais bref, donc... pour être de gauche aujourd'hui, même aux yeux si vous voulez, du gauchiste woke de base, bah en fait, c'est être féministe, écolo, voilà, soi-disant anticapitaliste, mais on va quand même regarder Netflix et célébrer dès que vous avez, je sais pas quelle star enfin voilà, on va valider en fait toute la production de marchandises justement du système libéral-libertaire. Donc c'est pour ça que tous ces woke-là vont notamment défendre, vous savez par exemple, juste un exemple, ils vont toujours défendre par exemple les travailleuses du sexe. Ce qui est en fait un euphémisme pour parler de toutes ces filles aujourd'hui là qui se mettent à faire des OnlyFans ou à faire des je sais pas quel truc de ce genre-là, ou voilà, on va dire oui, elles revendiquent leur sexualité ou je sais pas quoi, c'est un acte féministe magnifique et tout ça, alors qu'en fait c'est juste l'expression d'une dégénérescence absolument dégueulasse, absolument lamentable, et qui en fait profite littéralement au patriarcat capitaliste, hein, pour reprendre leurs termes, puisque si vous regardez qui sont les gens qui détiennent ces entreprises en général, ou ces plateformes, ce sont généralement des hommes blancs, hétérosexuels, / tout ce que vous voulez. Donc voilà, ces gens-là sont pleins de contradictions. Et là, effectivement, il y a un bug dans leur matrice quand on leur rappelle effectivement certaines déclarations, certaines positions communistes, on va dire de la tradition communiste, contre justement, par exemple, l'homosexualité. Aujourd'hui, vraiment, si vous voulez, l'homosexualité, c'est vraiment le thème qui définit un petit peu la gauche. Pas seulement la gauche, parce que, en fait, pour moi, ça définit vraiment qui est vraiment de droite et qui ne l'est pas. Pour moi, quelqu'un qui s'oppose radicalement à l'homosexualité, c'est quelqu'un qui a encore un minimum, si vous voulez, de respect pour la loi naturelle. Je vais plutôt dire ça comme ça, voilà. Parce que vous avez effectivement même des gens à gauche qui sont encore un petit peu dans cette tradition. Bon, ils sont très peu, mais il y en a encore quelques-uns, pardon. Mais
d'une façon générale, voilà, on va dire que c'est l'un des grands combats de la gauche sociétale de ces 40 dernières années, quoi. Mais justement, ce qui est surprenant, et c'est ce que j'avais rappelé dans la vidéo que j'avais fait, vous savez, sur la banalisation de l'homosexualité, c'est que jusqu'à la fin des années 70, eh bien, l'homosexualité, c'était quelque chose de tout à fait condamné, tout à fait inacceptable au Parti communiste français. Donc là, c'est assez drôle parce que j'ai retrouvé effectivement un certain nombre de citations dans un article qui s'appelle Une tradition étrangère à la classe ouvrière. L'homosexualité, douloureux problème des révolutionnaires. Donc c'est un article de Pierre Albertini, paru le 10 novembre 2012, qui est paru sur un site qui s'appelle LMSI, donc ça m'a l'air un site gauchiste, hein, tout à fait gauchiste, mais qui justement se plaint avec effroi, effectivement, de la longue tradition homophobe, la longue tradition homophobe du Parti communiste français, et pas seulement du Parti communiste français, en fait, de tous les partis communistes à travers le monde. Donc je vais vous citer quelques passages, parce que c'est assez rigolo quand même. Pardon, je cite. Tradition étrangère à la classe ouvrière, vice d'aristocrate, perversion bourgeoise et occidentale. L'homosexualité ne saurait être défendue puisqu'il nous faut une position acceptable par les masses. Tels sont les minables arguments et les pratiques politiques ignobles auxquels ils sont liés, que nous rappelle opportunément le texte qui suit. Donc, voilà. Et donc il va nous parler effectivement du florilège de déclarations homophobes de la part du Parti communiste, mais pire que ça, hein, c'est plus que ça en fait, c'est pas seulement des déclarations, vous allez voir qu'il y a aussi eu des passages à l'acte homophobes tout à fait impressionnants. Alors, l'article nous rappelle déjà que l'un des deux fondateurs du marxisme, c'est-à-dire Friedrich Engels, était farouchement homophobe. Dans L'origine de la famille, de la propriété et de l'État, Engels dénonce, je cite, « la pratique répugnante de la pédérastie grecque, dans laquelle il voit le résultat d'une déchéance morale. » Et l'article continue, donc là c'est l'auteur qui commente, « Cette opposition n'est pas spécifique aux marxistes. Pour beaucoup de progressistes du XIXe siècle, l'homosexualité est un vice des élites, résultant de la décomposition morale qu'engendre inéluctablement le luxe aristocratique et le système capitaliste, oublieux de la saine nature. On trouve ce thème chez Michelet, opposant l'homosexualité du noir XVIIe siècle à l'hétérosexualité du glorieux XVIIIe siècle. On le retrouve également chez Proudhon, s'indignant que Fourier ait sanctifié jusqu'aux unions unisexuelles, et il apparaît également chez Zola, notamment à la fin de La Curée. Alors c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est pour vous montrer qu'effectivement, pas mal d'auteurs finalement, y compris d'ailleurs que ce soit chez les Lumières, ou que ce soit effectivement chez pas mal d'auteurs socialistes ou idéalistes et autres, et communistes hein, bien sûr du XIXe siècle, ils avaient effectivement cette conception. En fait, c'était des gens qui étaient en fait quelque part réactionnaires. Ils réagissaient, comme je le disais tout à l'heure, à l'espèce d'ordre bourgeois, effectivement, pas mal, assez injuste par certains égards, qui s'était mis en place, qui était né en fait de la Révolution. Paradoxalement, là c'est la Révolution, comme d'habitude, qui se mord la queue. Hein. Ce sont des révolutionnaires qui se plaignent des conséquences de leur maître, en fait, ou de leurs prédécesseurs, de ceux qui les ont devancés dans la Révolution. Bon, ça c'est un classique. Mais en tout cas, les communistes, en fait, Engels et les autres de son époque, clairement, ce sont des réactionnaires. Ce sont des gens qui réagissent, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils réagissent à un ordre social qui leur déplaît, et donc ils construisent une éthique, justement, qui s'oppose à cet ordre social. Et dans cet ordre social, donc bourgeois, capitaliste, eh bien, ils identifient effectivement l'homosexualité comme étant l'une des expressions les plus répugnantes, justement, du luxe et de l'immoralité, en fait, qui se développe, selon eux, naturellement, dans les milieux bourgeois, justement parce qu'ils ont trop d'argent, voilà, ils sont tout permis, donc ils se permettent effectivement les vices les divers et variés. Alors, on pourrait dire que ça peut être vrai, effectivement, dans certains cas, mais là encore, le problème, on voit ici le problème aussi du communisme, hein, c'est que c'est un systématisme. Vous êtes un bourgeois, donc c'est normal que vous avez des vices, des ceci, des comme ça. De la même façon que vous auriez pu avoir, vous savez, des espèces de... si vous avez pris une caricature, si vous voulez, du parvenu bourgeois de l'époque, il aurait pu aussi avoir cette même conception en disant, voilà, ah, vous êtes de la classe ouvrière, donc vous êtes un sale répugnant, voilà, sans aucune propreté, vous êtes
libidineux, alcoolique, etc. Ce sont des préjugés stupides, parce qu'évidemment, c'est pas parce que vous êtes riche que vous êtes dégénéré, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes paré de toutes les vertus. On pourrait également, quelqu'un qui a un minimum d'intelligence sociale le sait, hein, au contraire, on pourrait même dire que quand vous êtes pauvre, ou en tout cas dans la précarité, on peut aussi dire que vous pouvez aussi avoir une plus forte tentation justement à vouloir commettre par exemple des délits, à faire des dingueries, à faire des sales trucs pour justement vous sortir ou compenser peut-être votre misère. Alors que quand vous êtes bourgeois, quand vous êtes bourgeois, ou en tout cas quand vous êtes plus nanti, quand vous avez plus de confort matériel, on pourrait aussi dire que finalement vous avez peut-être l'esprit plus apaisé pour vous consacrer à une certaine élévation spirituelle. Donc le systématisme qu'on retrouve effectivement chez les communistes est aussi lamentable et critiquable que le systématisme qu'on aurait pu retrouver chez des ultra-capitalistes qui auraient méprisé, si vous voulez, la classe ouvrière. Donc là encore, on voit que la vraie solution, la vraie position, c'est évidemment la position catholique qui analyse correctement l'homme et la société. Donc, en tout cas, on voit un petit peu quelles sont les raisons, en fait, de l'homophobie communiste à la base. Et on va voir aussi pourquoi est-ce que finalement... on va voir pourquoi ils ne sont pas restés fidèles à cette tradition. C'est parce que déjà, les prémices, comme vous le voyez ici, les prémices ne sont pas très solides. On voit que ce n'est pas une réaction vraiment fondée, si vous voulez, dans la loi naturelle, mais plutôt une réaction à un ordre qui n'est qu'un ordre humain, si vous voulez, qui n'est qu'un ordre positif, en l'occurrence, positif, je veux dire, en tant que loi positive, c'est-à-dire la société capitaliste du XIXe siècle. Alors, l'article continue et nous dit si la révolution bolchevique commença par émanciper les homosexuels russes, en abolissant le code criminel de 1832 et en ignorant le crime de sodomie dans les codes donc de 1922 et 1926, les bolcheviks n'avaient guère d'indulgence pour les homosexuels. Par exemple, les grands leaders avaient peu de goût pour la sexualité en général. Lénine disait en 1920, je cite, « Le dérèglement de la vie sexuelle est bourgeois, c'est une manifestation de la décadence. » Deuxièmement, les bolcheviks considéraient que l'homosexualité n'était pas un crime, mais qu'elle avait toutes les apparences d'une maladie. Et enfin, troisièmement, ils y voyaient un vice d'aristocrates tels que Tchaïkovski ou Diaghilev, ce qui n'était pas très bon signe dans un pays appelé à rompre avec son passé tsariste. Donc là encore, vous avez la même idée, qui est aussi assez... encore une fois, c'est la même erreur, c'est de dire que l'homosexualité c'est un vice, d'accord, mais c'est un vice parce que c'est un vice bourgeois. Donc on voit aussi qu'il y a aussi peut-être beaucoup d'opportunisme chez ces révolutionnaires qui essayent qui sans doute font, appel, si vous voulez, au ressort naturel de la population à laquelle ils s'adressent. Ils essayent de convaincre le petit peuple russe, qui, alors à l'époque, n'est pas forcément de la plus grande piété chrétienne. Là, il faut aussi abandonner le mythe de la Sainte Russie ou je sais pas quoi. Si vous allez sur le Fil des Postes, il y a quelques bons articles justement pour montrer à quel point la situation spirituelle de la Russie, fin du 19e, début du 20e siècle, était vraiment pas rose du tout. En tout cas, tout ça pour dire qu'on voit clairement que les bolcheviks essayaient sans doute d'appeler au ressort justement au fait naturel de la population qui a généralement quand même de base, je pense, plutôt un dégoût pour l'homosexualité, tous ces trucs-là. Et donc c'était plutôt on voit aussi qu'il y a un certain opportunisme politique là derrière. En tout cas, c'est pas très solide, mais on voit en tout cas qu'ils étaient très homophobes. Par contre, dès 1924, on procède à des arrestations massives d'homosexuels de mauvaise origine, attestées par la correspondance de l'écrivain Mikhaïl Kouzmine. Mais c'est le stalinisme qui va imposer une ligne d'homophobie radicale. L'homosexualité masculine, qu'on appelle le mouyelodzvo, est recriminalisée le 17 décembre 1933 et l'article 154, introduit dans le code de droit en avril 1934, rend tout acte homosexuel passible de 3 à 5 ans d'emprisonnement. Based. Il y a aussi de nombreuses arrestations à Moscou, Leningrad, Kharkov et Odessa, notamment dans les milieux du théâtre, de la musique et des arts. Étonnant. À la mort de Kouzmine en 1936, son amant Yuri Yurkin et la plupart de ses amis sont arrêtés et fusillés. La même année 1936, le commissaire à la justice, Nicolas Krylenko,
déclare que l'homosexualité est un crime contre l'État soviétique et contre le prolétariat. Pour les staliniens, l'homosexualité n'est pas seulement un héritage déplorable de l'ancien régime, elle est aussi profondément liée au fascisme, comme le souligne l'exclamation de Gorky dans la Pravda le 23 mai 1934, avant même la nuit des longs couteaux. Donc il cite Gorky, « Extirper l'homosexualité et le fascisme disparaîtra ». Là aussi c'est très intéressant, on voit qu'il y a sans doute vraiment chez Staline, je pense, à cette époque-là, je pense qu'il y a vraiment une réaction homophobe, si vous voulez, vraiment sincère, c'est-à-dire qu'il voit bien qu'on ne peut pas tolérer ces choses-là dans la société, parce que sinon ça va partir en vrille. Et clairement, le but de Staline, c'est sûrement pas que sa société, que son régime parte en vrille. Donc voilà, Staline n'était pas un idiot non plus. Il savait très bien qu'on ne pouvait absolument pas tolérer ce genre de dégénérescence dans la société. Ça, c'est une première chose. Mais on voit aussi qu'ils utilisent, encore une fois, le libelle, comment on peut dire ça, l'accusation en fait, d'homosexualité contre notamment les ennemis fascistes de l'époque, qui sont notamment les SA, qui effectivement entrent en concurrence, notamment à Berlin, enfin notamment en Allemagne. Surtout à Berlin, bien sûr, il y a une grande concurrence entre les communistes, qui étaient un petit peu la force très en place, notamment à Berlin surtout, et dans d'autres villes d'Allemagne, déjà depuis les années 20, en fait. Mais on voit qu'il y a vraiment il y a une concurrence entre les communistes et les SA, qui sont un petit peu les nationaux communistes en fait de l'époque, qui vont s'opposer ensuite aux SS, qui vont être liquidés, bon. Mais les SA, effectivement, on sait que, je crois que c'était l'un de leurs chefs, des SA, qui était un homosexuel notoire. Et on voit que, effectivement, il y aura aussi des choses à dire dans le nazisme, enfin, en tout cas dans certains milieux nazis, on va dire, ou pré-nazis, il y a aussi, pas mal de problèmes. Après, c'était aussi l'époque de l'Allemagne de Weimar. Faut voir ce que c'était aussi l'époque de l'Allemagne de Weimar, c'était littéralement Babylone. À l'époque, on appelait Berlin, dans les années 20, on appelait Berlin Babylone, littéralement. C'est pour vous dire à quel point c'était catastrophique là-bas. Bon, donc l'article continue, il nous dit, donc en Russie, on recriminalise l'avortement, donc toujours dans les années 30, sous Staline, on rend le divorce plus difficile, on ne se soucie plus guère de la promotion des femmes. Bref, la révolution des sentiments qui avait commencé à faire son chemin entre la décennie 1900 et la décennie 1920 est brisée net. Le régime renoue ainsi avec les thèses homophobes d'une mystique hétérodoxe au début du siècle. Vassili Rozanov, auteur d'un ouvrage sur le problème de la famille en Russie, qui voyait dans la remise en question des rôles sexuels et du holisme patriarcal russe la victoire des sodomites du IIIe siècle, des hommes du clair de lune. Par ailleurs, on comprend assez facilement que la très sommaire anthropotechnie stalinienne n'ait pas pu faire de place à l'homosexualité. Premièrement, pour Staline, les individus ne sont que des vices et des boulons au service de la société socialiste. Alors là, juste un commentaire de ma part. Je ne sais pas si cet auteur se prétend communiste ou pas, ou marxiste. Je rappelle juste qu'en fait, c'est le principe. C'est juste le principe de la société communiste. C'est que, justement, les individus n'ont pas vraiment en fait, de souveraineté personnelle. Ils sont littéralement, les sujets complètement de l'État. C'est juste un peu le principe. Mais bref. Deuxièmement, la sexualité a pour finalité la reproduction des producteurs. Alors là, c'est intéressant, parce que c'est aussi un principe de base du mariage, en fait. C'est même le premier but du mariage, c'est la procréation. Mais apparemment, pour cet auteur, c'est absolument scandaleux. Mais même Staline avait encore cette conception. Alors évidemment, je pense que il est clair que Staline avait aussi des buts utilitaires. Pour lui, il fallait il fallait augmenter la démographie russe, évidemment, pour faire tourner le pays, tout simplement. Et troisièmement, l'homosexualité donc était impossible sous Staline parce que c'était un plaisir sexuel non orienté vers la reproduction, et donc c'était une déperdition d'énergie que n'aurait pas pu tolérer la société socialiste. Et là c'est intéressant parce que c'est très intelligent, enfin c'est logique en fait. Si vous comprenez le système communiste ou socialiste, peu importe, tel qu'il est défini par Marx et Engels, et encore développé ensuite par Lénine et Staline, en fait c'est ça, c'est qu'on ne peut pas tolérer non seulement l'homosexualité parce que c'est un vice contre nature. Après il faut voir est-ce que les communistes reconnaissaient vraiment l'existence d'une loi naturelle, c'est à voir. Mais effectivement, dans un régime socialiste, à quoi bon tolérer des
alors il parle ici de plaisirs sexuels, ce sont des vices en fait, hein, ce sont des vices contre nature, ce ne sont pas des plaisirs. Pourquoi les tolérer alors qu'ils n'ont aucune utilité sociale? Ils ne vont pas produire de couple ni d'enfants, et donc ils ne servent à rien en fait au règne, effectivement, au glorieux règne du patriotisme socialiste. Donc c'est très rigolo comme remarque. Donc évidemment, ça le choque. Vous voyez un peu le décalage quand même entre les gauchistes actuels et les communistes des années 30-40. Il y a un décalage énorme. C'est-à-dire que, en fait, je pense que 95% des gauchistes actuels, y compris ceux qui se trouvent aux jeunesses communistes, enfin au JCR, il y a tous ces mouvements Antifa et tout ça, tous ces gens-là se feraient balayer, mais en moins de deux par si Staline revenait comme ça des enfers, quoi. Donc à l'époque de Khrouchtchev, par contre, bon, il y a une continuité hein, selon l'auteur. Khrouchtchev au pouvoir de 1953 à 1964 était lui-même très homophobe, associant très facilement, sans doute en raison de ses origines paysannes, homosexualité et intelligentsia. En décembre 62, visitant une exposition, il traita de pédales des peintres dont les œuvres étaient trop modernes à son goût. Donc là encore, vous voyez, là c'est intéressant, vous voyez le mépris de classe. Selon cet auteur, Khrouchtchev était homophobe à cause de ses origines paysannes. Vous voyez que c'est le même raisonnement qu'on a vu chez la jeune gauchiste là, qui critiquait Roussel. J'ai oublié de dire un truc sur Roussel. Roussel, encore une fois, je ne le défends sûrement pas. Hein. Enfin, je le défends, on va dire, sur ce cas-là, je le défends accidentellement. Mais Roussel, non seulement est un sale communiste, mais en plus de ça, c'est je crois qu'il a déclaré là ce matin sur RTL, ou je ne sais pas sur quelle radio, il a déclaré que, selon lui, il fallait envoyer la police avec des médecins. Il fallait identifier les non-vaccinés dans les fichiers de la sécurité sociale et envoyer la police avec des médecins pour quasiment en fait, les inciter fortement à se faire vacciner. Donc vous voyez que le naturel revient au galop chez ce mec-là. Là, pour le coup, il est vraiment un communiste, si vous voulez, voilà, en bonne et due forme sur ce coup. Mais donc vous voyez que c'est un salopard hein, quand même. Bref. Donc l'article continue et nous dit « La stagnation l'époque de Brejnev n'a rien arrangé à tout ça. Dans les années 70 et 80, le bureau de la milice chargé de la lutte anti-homosexuelle faisait vivre les homosexuels repérés dans un chantage perpétuel, beaucoup étant même soumis à des rapports sexuels sous la contrainte. Le KGB arrêtait encore 1 millier d'homosexuels par an, donc à cette époque, et donc l'accusation d'homosexualité, qui était un petit peu liée souvent à celle de maladie mentale, était souvent utilisée contre certains dissidents. De plus, une association clandestine qui s'appelait le Laboratoire Gay, qui s'était mise en place à Leningrad en 1984, fut rapidement démantelée. Les lesbiennes risquaient toujours l'internement psychiatrique, générateur de séquelles à perpétuité, donc voilà, les lesbiches, on les foutait à l'hosto. Les catégories inférieures de la population concentrationnaire, où l'on trouvait des condamnés de toutes origines et pour tous les motifs, étaient en permanence menacés de viol et d'asservissement sexuel. Bon, évidemment, c'est clair que dans une société aussi corrompue, il peut aussi y avoir des abus. Parce que, voyez-vous, là on rigole évidemment, parce que tout ça, il y a un côté rigolo, dans le sens où, effectivement, les communistes étaient très, très homophobes, on le voit à cette époque-là. Mais après, vous voyez, mettons que demain nous soyons au pouvoir, il est clair qu'on va mettre en place les politiques que vous savez hein, par rapport à cette question-là. Et c'est clair qu'on va faire du ménage, hein. Il y aura du ménage et il faudra pas seulement taper du poing sur la table, si vous voyez ce que je veux dire. Mais en même temps, il y a des choses, si vous voulez, il y a des choses que les communistes ou que les non-catholiques peuvent se permettre que nous, on ne se permet pas. C'est-à-dire qu'on ne va pas se mettre à faire ce genre de choses. Voilà, tout ça, c'est intolérable, si vous voulez. C'est pas parce que, effectivement, vous voulez réprimer, effectivement, les vices dans la société, notamment celui-là qui est l'un des pires vices, bon, c'est pas pour autant que vous allez effectivement laisser passer d'autres vices, hein, le viol, le trafic sexuel. Je pense que vous voyez là, on est un peu à la fin des années 80, donc c'est un peu le délitement de l'Union soviétique. Il y a beaucoup d'oligarques qui commencent à préparer le terrain hein, pour justement récupérer toutes les billes de l'appareil d'État hein, qui va s'écrouler. On voit sans doute qu'il y a beaucoup de mafias qui se forment hein, à ce moment-là, donc clairement, je pense qu'on pourrait, je ne sais pas s'il y a des enquêtes sur ce point-là, mais je pense que voilà, on peut subodorer qu'il y a aussi eu du trafic de prostitution qui s'est monté, notamment sur ce genre
de population internée, etc., etc. Donc évidemment, ça, ce sont des choses intolérables. Il n'y a pas question de tolérer ce genre de choses. C'est absolument criminel et ignoble. Donc l'article continue et nous parle cette fois-ci du cas de la Chine. Donc en Chine, sous la révolution du cher camarade Mao. Et donc Mao était contre les mœurs décadentes et occidentales. Donc là, on voit que l'ennemi, enfin le bouc émissaire de l'homosexualité, il change un peu. Vous voyez que chez les Russes, c'était le bourgeois. Là, chez Mao, la cause de l'homosexualité, ce sont les mœurs occidentales. Donc l'auteur de l'article nous dit, je cite, « Staline n'est pas le seul dirigeant communiste à avoir brillé par sa violence homophobe. On peut en dire tout autant de Mao et de Castro. La révolution maoïste de 1949 a été très dure pour les homosexuels chinois, accusés de mœurs décadentes et occidentales. » Alors, l'auteur nous dit « au mépris de la riche tradition homosexuelle indigène ». Ah, bien sûr. Ça, c'est typiquement le truc gauchiste, voilà. Voilà. Avant tous ces régimes réactionnaires, il y avait une riche tradition homosexuelle indigène, qui était magnifique et brave, évidemment. Je demande à voir, hein, je suis pas sûr si... je suis pas certain qu'il en était ainsi, mais bon. Bref, donc voilà, la révolution maoïste, en gros, accuse les homosexuels d'avoir des mœurs décadentes et occidentales. Et donc ces homosexuels chinois sont donc envoyés dans des camps de rééducation par le travail, où leur sort fut peu enviable, ça on imagine bien. Ok, donc voilà, on voit clairement que pareil, Mao n'était pas du tout, comment dire, pro-LGBT, loin de là, puisqu'on voit que voilà, les coupables étaient... certains d'entre eux, voilà, certains homosexuels étaient fusillés sur le champ, d'autres ils étaient déportés, et donc voilà, ils étaient laissés au fond d'une cale dans un camp. Voilà. Plutôt based. Alors maintenant, passons à Cuba, donc chez Castro. Je cite, « Cuba fournit un autre exemple célèbre d'homophobie communiste. Alors que les homosexuels avaient généralement salué la révolution cubaine de 1959, Fidel Castro a mené une politique très violemment anti-gay, considérant que l'homosexualité était, comme la prostitution, une perversion bourgeoise et occidentale, appelée à disparaître dans le socialisme tropical. Pour mieux assimiler vice et Occident, on alla jusqu'à affirmer que les Beatles étaient homosexuels. » Bon, là encore, on voit que voilà, y a toujours le même système, hein, donc de bouc émissaire. Donc là, ce sont les Yankees, évidemment, qui sont des homosexuels. Bon, quelque part, on peut aussi comprendre, hein, je veux dire... les années 50, 60, c'est quand même les débuts voilà, des beatniks, de la révolution sexuelle. Bon, c'est pas tout à fait faux, on va dire. Mais voilà, c'est un peu exagéré, on va dire quand même. L'article continue, il nous dit « L'homosexualité fut déclarée illégale et passible de 4 ans d'emprisonnement, les parents étant censés dénoncer leurs enfants homosexuels aux autorités. Chassés de leur travail, traités de mangeurs de charognes, soumis à un intense harcèlement des communautés pour la défense de la Révolution, les homosexuels ont été, à partir du milieu des années 60, enfermés dans des camps avant que Fidel Castro ne les fasse expulser massivement en bateau vers les États-Unis en 1980. Cadeau empoisonné, hein, si je peux dire ça comme ça. Il n'empêche que le statut des homosexuels cubains est toujours très ambigu. Par exemple, un comportement homosexuel suscitant le scandale public est toujours passible de 12 mois de prison. Based. Les homosexuels ne sont toujours pas jugés dignes d'adhérer au parti. Based. Les journaux et organisations homosexuelles ne sont toujours pas autorisés. Based. L'association cubaine des gays et lesbiennes, créée en 1994, a été interdite en 1997 et ses membres ont été arrêtés. Voilà, plutôt basé quand même. Alors évidemment, encore une fois, ce sont des régimes antichrétiens, etc., etc. Mais on voit que jusqu'à une période très récente, je pense que c'est même peut-être toujours le cas, je sais pas, mais voilà, Cuba clairement n'est pas très LGBT friendly, quoi. Et enfin, le meilleur pour la fin, donc là on va parler de l'héritage du Parti communiste français. Alors là, franchement, c'est très drôle, écoutez bien. Donc je reprends l'auteur, hein, évidemment, qui parle. Pour finir, un mot sur le PCF. En 1934, ce parti a connu, sous l'influence stalinienne, un tournant nataliste, familiariste et homophobe. Ouh là là, horrible, horrible. Horrible. Donc le Parti communiste français était nataliste, familiariste. Il défendait la famille et la natalité. Horrible. Et donc tout ceci est fasciste et homophobe, bien sûr, selon cet auteur. Bon.
François Delplat a bien montré que dans une presse communiste de plus en plus conservatrice en matière de rôle sexuel, le couple est toujours hétérosexuel, donc systématiquement représenté par un homme et une femme, et la dénonciation de l'homosexualité s'y fait très souvent sur le mode du dégoût. Bah tu m'étonnes. Pour les dirigeants du PCF, jusqu'aux années 1970, l'homosexualité est un vice bourgeois, une tradition étrangère à la classe ouvrière, selon une célèbre formule de la CGT. Une pathologie contre nature, comme en témoigne la violente sortie de Jacques Duclos en 1971 contre les membres du Front homosexuel d'Action révolutionnaire qui étaient venus l'interpeller à la mutualité. Et donc Jacques Duclos leur avait répondu « Allez vous faire soigner, bande de pédérastes, le PCF est sain ». Sain S-A-I-N, hein, évidemment. Je pense que même lui n'aurait pas osé dire qu'il était sain S-A-I-N-T. Citons quelques extraits d'une tribune de Guy Poussy, qui était membre du comité central du Parti communiste français en janvier 1976. Citation : « Il y a des perversions, et cela ne relève pas de la politique ni d'ailleurs de la police, mais de la science médicale. Jouissez sans entrave, ce n'est pas un mot d'ordre révolutionnaire. Ce n'est pas un sentiment libérateur, mais c'est la nausée que la masse des Français éprouve devant l'étalage de la perversion et de l'immoralité. Et ils ont raison. La révolution, ce n'est pas la caserne, ce n'est pas non plus le bordel. » Et à la même époque, Pierre Juquin, qui n'était pourtant pas sur la ligne la plus dure, avouait en privé qu'il est rigoureusement impossible d'avoir une position de combat en faveur de l'homosexualité, car il faut une position acceptable par les masses. Alors là, je vais faire quelques commentaires parce que c'est très intéressant. Je n'avais pas remarqué ça tout à l'heure en découvrant l'article. C'est très intéressant. On voit ici qu'en fait, alors déjà, il y a une critique assez intéressante de Guy Poussy, là, qui est encore une fois membre du comité central du PCF dans les années 70, qui en fait a une analyse assez clouscardienne enfin une critique clouscardienne, si vous voulez, du capitalisme libéral-libertaire, notamment des années 60-70. Donc je le cite encore une fois, il dit que jouir sans entrave, ce n'est pas un mot d'ordre révolutionnaire, ce n'est pas un sentiment libérateur, c'est la nausée que la masse des Français éprouve devant l'étalage de la perversion et de l'immoralité. Et ils ont raison. C'est très intéressant parce que là, en fait, on voit une chose, c'est que les Français de l'époque, la masse des Français des années 70, et sans doute encore des années 80, tenaient encore quand même largement à la loi naturelle. C'est-à-dire que le bon français de base de ces années-là, respectait encore, si vous voulez, des valeurs que nous, on qualifierait comme chrétiennes, mais même aussi des valeurs naturelles, tout simplement. Donc un respect quand même des valeurs familiales, du mariage, de la fidélité dans le mariage, de l'ordre, de la hiérarchie, soit sociale, soit également familiale, hein. Donc qui passe par le père, évidemment, en tout premier lieu, et rejet, effectivement, des vices contre nature, rejet de la perversion qui, notamment, et de l'immoralité qui se répandait à vitesse grand V dans la société à l'époque. C'est vachement intéressant parce que, ça, si vous voulez, c'est un sentiment qui m'est tout à fait familier. Vous voyez, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'identitaires, et c'est pour ça que souvent je fais une critique assez radicale de certains identitaires, ou prétendus tels, hein, que je qualifie d'individus qui ont... En fait, ce sont des schizophrènes pour moi, des schizophrènes, des amnésiques, et parfois ce sont même tout simplement des larpistes, des gens qui larpent, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune connaissance, souvent ce sont des gens très jeunes qui ne connaissent pas forcément, ils ne peuvent pas comprendre ce qu'était vraiment la France du siècle dernier. Bon, moi, si vous voulez, je me souviens encore un tout petit peu de la toute fin des années 80, parce que je suis né à la toute fin des années 80, mais je m'en souviens encore un tout petit peu en tant qu'enfant, et surtout, je me souviens des années 90. Donc, je me souviens encore, si vous voulez, des Français, je me souviens encore un petit peu des Français, du vrai Français de base, si vous voulez, de l'époque. Je peux vous garantir que le vrai Français de base de l'époque n'était pas du tout favorable à l'homosexualité, il n'était pas du tout cool avec ça. Je me souviens que, nos grands-mères, là je parle de grand-mères françaises, hein, parce que, encore une fois, de vraies françaises de pure souche, n'aimaient pas du tout l'immoralité dans les vêtements. Hein, les jeunes filles, quand les jeunes filles ont commencé à se mettre des pantalons, commencé à mettre ou des mini-jupes, des trucs comme ça, je peux vous dire que ça passait très très mal. Et c'est passé uniquement parce que la génération, non pas des boomers, mais la génération, comme on appelle ça, X, donc les enfants des boomers, c'est eux qui ont été très permissifs. Ça n'a pas été tellement les boomers. Hein. On accuse très souvent les boomers, mais les boomers, en fait, ont lâché petit à petit parce que aussi la génération X aussi a lâché. Voilà. Après, c'est vrai qu'une partie des boomers, quand même, a été aussi très
très libéral, hein. Mais bon, ça dépend, c'est une autre question. En tout cas, ça pour dire que, voilà, l'homosexualité, l'immoralité, ça passait quand même très mal. Moi, je me souviens de scènes que j'ai vues quand j'étais enfant, hein, dans les années 90. Il n'y avait pas d'histoire, tu ramenais tel petit copain à la table de la réunion familiale. Je me souviens, mais de pétage de plomb des mecs, enfin des anciens de la famille. Quand je me souviens que voilà, il y avait quelqu'un qui avait, une fille de la famille qui avait ramené son petit copain ou je sais pas quoi, je me rappelle, mais ça avait causé une scène de malade. Et aujourd'hui, c'est toléré. Aujourd'hui, c'est normal. Dès 13-15 ans, voilà, on ramène son petit copain, sa petite copine. Les parents encouragent ça. Les parents même font des dingueries avec leurs enfants sur TikTok. C'est tout à fait cool, c'est normal. Il y a encore pas si longtemps, tout ça, c'était pas du tout toléré. Mais pourquoi ça a été toléré? C'est grâce justement à cette propagande. Propagande des médias, propagande politique également. Et on voit à quel point ça a changé rapidement. Parce qu'il y a eu un tel poids, si vous voulez, et aussi par des politiques. Hein. Ça, c'est essentiel. Parce que vous avez la propagande médiatique, certes, mais on voit que, là aussi, je pense qu'il y a eu aussi un changement par rapport à la puissance, à l'intensité, en fait, de la propagande médiatique. C'est-à-dire que, dans les années 70-80, je pense que, peut-être que les gens regardaient, enfin, il n'y avait pas forcément... il y avait le cinéma déjà de masse, il y avait la culture de masse déjà, mais c'était pas aussi massif que dans les années 90, où vraiment tout le monde avait une télé, puis ensuite, début des années 2000, là, les gens commençaient à avoir Internet, l'ordinateur, etc. Après, les smartphones, les réseaux sociaux et tout, donc aujourd'hui, la propagande, elle est ultra intense. Mais vous voyez que, finalement, cette propagande, homosexualiste en l'occurrence, elle s'est vraiment propagée notamment par la puissance des médias et aussi par les politiciens qui ont, petit à petit, soit par des stratégies opportunistes, soit parce qu'il y a eu des complots littéralement, et je pèse mes mots, littéralement des complots pour faire accepter l'homosexualité dans la population, voilà, ça c'est... et pas seulement l'homosexualité, hein, mais l'immoralité en général, voilà, tout ceci c'est implanté petit à petit dans le subconscient sociétal, etc., etc. Et on voit, c'est très intéressant parce que là on voit Pierre Juquin, donc, qui est aussi un membre du Parti communiste français de l'époque, donc là il parle, c'est en 1976, 76-77, et Juquin nous dit qu'il est rigoureusement impossible d'avoir une position en faveur de l'homosexualité parce que ce n'est pas une position acceptable par les masses. Donc vous voyez qu'en 77, la masse française, notamment la masse, c'est-à-dire l'électorat du Parti communiste, qui sont des ouvriers, n'aurait jamais toléré que leur parti se mette à défendre l'homosexualité. Aujourd'hui, les choses ont totalement changé. Non seulement à gauche, on voit clairement que la gauche, évidemment, en moins de 20-30 ans, la gauche est passée de la soi-disant défense des ouvriers, hein, même si cette défense en réalité était tout à fait hypocrite, ou en tout cas inefficace pour les raisons que vous savez. Elle est passée de la défense des ouvriers à la défense des minorités soi-disant opprimées. En l'occurrence, voilà, des transsexuels, des homosexuels, de tous les tarés de la Terre, en fait. Mais vous imaginez ce qu'aurait pensé Pierre Juquin ou Guy Poussy ou tous les autres de ce qui se passe en ce moment? Mais ils auraient pété un plomb. Ils seraient traités aujourd'hui, ils seraient traités de néo-nazis, de fascistes en puissance. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant, en fait, ce témoignage-là. Et alors, pas seulement Parti communiste, hein, mais il faut aussi voir... Parce que là, on fait une critique, évidemment, de la gauche, c'est sûr, mais regardez aussi un peu que l'électorat ouvrier du PSF, pourquoi est-il parti, justement, vers le Front National, notamment dans les années 80? En fait, vous allez comprendre ça. Alors, c'est un autre commentaire, en fait, donc de l'auteur de l'article, hein, on va comprendre ça. Donc, il nous dit, en 1980, l'affaire Croissant prouve que le PCF est toujours plutôt contre l'homosexualité. Pour avoir dénoncé la manière dont l'humanité avait rendu compte d'une affaire de mœurs, Marc Croissant se fait incendier par Roland Leroy et il est écarté de sa cellule du PCF et perd son travail à la mairie communiste d'Ivry. Donc manifestement, je suppose qu'il y avait une affaire de mœurs qui impliquait un homosexuel, et donc il y avait eu Marc Croissant, donc, qui avait apparemment critiqué l'humanité, parce que l'humanité va sans doute dénoncer cette affaire-là. Et donc, juste pour ça, voilà, il s'est fait virer, totalement liquidé du PCF. Et donc, l'article continue, il nous dit « C'est sous la pression des jeunes communistes... » Alors, ça serait intéressant, écoutez. « C'est sous la pression des jeunes communistes que les choses évoluent, essentiellement dans les années 1985-1995,
Et l'actuelle direction du PCF ne peut pas être taxée d'homophobie. Elle l'a prouvé par son appel à la mobilisation contre le sida et lors du débat sur le Pacs. Alors l'article date de 2012, donc c'était avant la loi Taubira, mais de mémoire, il me semble évidemment que, je crois, je ne veux pas médire, mais il me semble évidemment que le PCF a également défendu la loi Taubira. Hein. Ça me paraîtrait pas étonnant. Mais là, il y a un témoignage très intéressant. Donc en fait, l'auteur nous dit qu'en fait, jusqu'au début des années 80, le Parti communiste gardait cette position, on va dire de position juste naturaliste, hein, par accident peut-être, mais en tout cas voilà, anti-homosexuel. Mais ça change dans les années 80-90, à cause justement de l'influence d'une nouvelle génération, les jeunes communistes et tout ça, qui manifestement étaient sans doute influencés, avaient d'autres influences. Hein. C'était des gens, à mon avis, qui n'étaient plus dans l'orthodoxie, si vous voulez, des Jacques Duclos, de tous ces gens-là, toute cette génération qui était encore de l'orthodoxie stalinienne. En plus de ça, l'Union soviétique s'écroule dans ces années-là, donc voilà, il n'y a plus vraiment cette espèce de hiérarchisme. Bon, même s'il était très relâché depuis quelques années, mais il n'y a plus cette espèce de pression de Moscou, hein, en tout cas sur des points de vue, sur des affaires doctrinales. Donc voilà, il y a peut-être des raisons qui expliquent tout ça, mais clairement on voit qu'il y a une wokisation en fait du PCF dans les années à partir de 85, et comme par hasard, on voit que c'est à partir de ces années-là justement que le parti, l'électorat travailleur, enfin l'électorat des travailleurs, l'électorat ouvrier en fait du PCF, migre massivement vers le Front National. Pourquoi ? Parce que le Front National défend à cette époque essentiellement des positions que le PCF ne défendait plus. Donc le Front National de l'époque défendait le produire français, donc il défendait l'industrie française, il militait, alors plus tard, contre l'Europe de Maastricht et contre voilà, tout ça, donc les délocalisations, tout ça. Donc le Front National luttait luttait pour plutôt la production industrielle française, donc un patriotisme industriel, militer contre le chômage de masse, militer contre l'immigration massive. Hein. Je rappelle que début des années 70, fin des années 70, début des années 80, Georges Marchais avait tenu des discours très virulents contre l'immigration massive, clandestine et légale, pas seulement illégale, hein, mais également contre l'immigration légale. Et que, alors je ne sais plus dans quelle ville c'était, dans une banlieue, dans la banlieue parisienne, il y avait, dans une mairie communiste, hein, c'était, je crois, le Parti communiste lui-même, enfin les gens du Parti communiste qui étaient allés, je sais pas, ils avaient incendié ou saccagé un foyer Sonacotra, voilà, parce qu'ils ne voulaient pas de concurrence de travailleurs immigrés, quoi, tout simplement. Donc, comme le PCF avait rompu en fait, avec cette ligne de cette espèce de communisme patriotique français, un peu particulier, et que le Parti communiste, en fait, manifestement, ne défendait plus non plus, ne militait plus contre la décadence, justement, de la société, ou en tout cas l'immoralité, tous ces trucs-là qui étaient encore dénoncés dans les années 70 par les membres du parti. Tout ça, c'était défendu par le Front National. Jean-Marie Le Pen parlait souvent contre l'homosexualité, contre l'avortement, des choses comme ça. Donc, toutes les valeurs familiales de base, hein, Jean-Marie Le Pen n'était pas non plus un intégraliste catholique, malheureusement, mais on va dire qu'il défendait des valeurs basiques, en fait, hein, tout simplement. Hein, souveraineté de l'État, protection des travailleurs, lutte contre l'immigration massive et illégale ou illégale, et également défense de la famille. Donc c'est pas étonnant que la masse ouvrière française soit allée vers le parti qui avait le discours le plus social, en fait, tout simplement. Donc ça c'est intéressant, et on voit que les chefs du PCF de la fin des années 70 comprenaient bien que leur électorat à eux, ne pouvait pas accepter, si vous voulez, un changement vers des positions plus sociétales, comme ça a été le cas à partir des années 80-95, et ça a été une erreur fatale au PCF. C'est pour ça que le PCF, finalement, est devenu un tout petit parti, petit à petit. Même si, évidemment, alors un petit parti entre guillemets, parce qu'ils gardent, on va dire, une certaine influence. Bon, ils ont encore quelques mairies. Est-ce qu'ils ont encore des députés ? Je ne sais pas. Des sénateurs peut-être. Je ne sais pas trop. Bon, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus du tout ce que c'était à l'époque. Hein. Dans les années 60-70, c'était encore un parti de masse. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit parti, vraiment.
Je sais même pas si... Alors, bon, ils ont peut-être aussi encore un peu du poids avec la CGT et tout ça, mais c'est tout, en fait. Mais voilà, c'est intéressant. Alors, il y a aussi un autre aspect intéressant de cet article, c'est il nous rappelle souvent, en fait, que les seuls socialistes ou communistes qui tenaient vraiment des discours plutôt pro-homosexuels avant-guerre et après-guerre aussi, mais surtout avant-guerre, c'était souvent le Parti communiste, ou en tout cas des membres du Parti communiste allemand, et également les sociodémocrates allemands. Ce qui me semble pas très étonnant, parce que c'était des gens qui baignaient complètement dans le milieu berlinois des années 20-30, qui était complètement décadent. Donc pour moi, c'est pas forcément très étonnant, quoi. Voilà, donc voici l'histoire du Parti communiste et de ses rapports à l'homosexualité. On voit que sur bien des aspects, finalement, on peut les féliciter, au moins sur ce point-là, parce que c'est clair que, à côté de ça, évidemment, nous sommes tout à fait hostiles au communisme, pour les raisons que j'ai expliquées au début de l'émission. Je rappelle également que les communistes russes, les bolcheviks notamment, ont assassiné des milliers, des millions de chrétiens, et beaucoup de catholiques. Les catholiques ont été ceux qui ont été particulièrement ciblés, les catholiques russes ont été très ciblés. Il faudra peut-être que je fasse une émission d'ailleurs à ce sujet, parce que j'ai fait pas mal d'articles sur des figures catholiques russes qui sont oubliées aujourd'hui, mais qui sont vraiment des martyrs tout à fait extraordinaires, qui sont morts justement qui sont morts en confessant la foi face à la terreur bolchevique, et c'était quelque chose quand même. Bref, donc les communistes ne sont pas nos amis, mais il faut quand même être juste, et reconnaître que les communistes sérieux, qui en tout cas ont une critique marxiste, on va dire, un petit peu authentique, ou engelienne, pour peu qu'ils rejettent l'homosexualité, ma foi, c'est déjà pas mal. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce genre de personnes sont quand même très minoritaires. Ce sont souvent des gens qui sont vraiment complètement en marge, qui sont même plus, sont plus vraiment ils sont pas au PCF, ça c'est sûr à mon avis. Peut-être qu'il y en a 2 ou 3, mais qui doivent pas beaucoup parler, parce que voilà, quand vous voyez les JCR et tous ces gens-là, souvent ce sont des gens qui s'allient souvent aux antifas. Ce sont souvent des gens qui sont méprisables sur le point de vue humain. Bon voilà, c'est plus vraiment ça. Donc voilà, aujourd'hui la gauche, la gauche, ça reste quand même les woke, les SJW, le parti homosexuel, enfin le lobby LGBT, tout ça. Et malheureusement, il faut aussi dire qu'une partie de la droite, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle le Rassemblement national a périclité depuis que Jean-Marie Le Pen n'est plus aux affaires, et depuis que Marine Le Pen a repris les affaires de ce parti, c'est que Marine Le Pen, en fait, a fait les mêmes erreurs que le PCF des années 80. C'est-à-dire que Marine Le Pen, on dit souvent qu'elle a baissé... Elle a baissé sa garde sur l'islam ou l'immigration, mais moi je trouve pas, en fait. Elle a gardé le même discours, en fait, en gros, et puis c'est à peu près le même discours qu'Éric Zemmour. Elle a même presque un discours plus intelligent, en fait, qu'Éric Zemmour là-dessus, alors que lui, il en fait des tonnes, justement, pour des raisons électoralistes. Mais le gros problème, c'est surtout que Marine Le Pen a abandonné beaucoup de choses, surtout sur le point de vue de la défense des valeurs familiales, de la loi naturelle, elle a déclaré, ou en tout cas ses caciques, tous ces gens ont déclaré qu'ils ne voulaient surtout pas revenir sur la loi Taubira. Bon, en même temps, on sait très bien que le Rassemblement national est rempli de gays aujourd'hui. Elle ne veut pas revenir sur la loi Taubira, elle ne veut pas revenir sur l'avortement. D'ailleurs, Zemmour non plus. Donc ce qui est vraiment dommage aujourd'hui, c'est que on voit qu'il y a eu vraiment une homosexualisation, une pédérastisation d'une partie de la droite, et qui est vraiment lamentable, vraiment lamentable. Et ce sont des gens en plus de ça qui osent se prétendre conservateurs ou je sais pas quoi, alors qu'ils sont même pas capables de tenir un discours authentiquement juste naturaliste. C'est vraiment grotesque. Et voilà. Après, bon, il y aurait encore d'autres choses à dire, parce que je me demande effectivement l'argument de ces gens aujourd'hui, enfin de ces droitards aujourd'hui, c'est de dire oui, mais vous vous rendez compte, si on propose la fin de l'avortement ou l'abrogation de la loi Taubira, on ne sera jamais élu, les gens vont se révolter, les gens ne vont pas accepter ça, y compris dans notre camp. Mais c'est quand même incroyable. La loi Taubira, elle a quoi ? C'était 2013, elle a même pas 10 ans. Et donc vous allez me dire qu'en 10 ans, les gens ont complètement changé de
Voilà, ce ne sont plus les mêmes personnes, ils sont tous pour la loi, enfin, le mariage homosexuel. En réalité, en réalité voilà, tout ça, ce sont des fausses excuses, et ce sont aussi des preuves de lâcheté de leur part, puisque une fois que vous avez le pouvoir, ou même si vous voulez vraiment le pouvoir, en fait, je pense que moi, je pense qu'il y a quand même une majorité de la population, en tout cas dans la nouvelle opinion publique, je pense que les gens quand même sont contre, si vous voulez, le mariage homosexuel. Ils voient bien, ils comprennent, si vous voulez, les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que les gens n'ont pas de haine contre les personnes, évidemment, qui sont touchées par le vice contre nature, mais ils comprennent bien la menace que représente, si vous voulez, la banalisation, justement, de ces vices contre nature, qu'on les présente comme s'ils étaient normaux. Puisque, en fait, en quelques années, on voit que ça a mené à quoi? Ça a mené au transsexualisme, ça a mené à la sexualisation intense des enfants. Aujourd'hui, on voit sur TikTok, mais en quelques années, hein, ça c'est des choses qu'on ne voyait pas encore trop il y a 10 ans. Quelques années, voilà, maintenant, j'ai vu un reportage Zone Interdite l'autre fois, vous avez une gamine de 14 ans qui montre à quel point elle est fière de danser ou de je sais pas quoi, enfin de montrer son corps sur TikTok. Selon elle, c'est une espèce de, si vous voulez, d'action féministe ou je sais pas quoi. Mais on voit à quel point, en fait, toutes ces idées-là, toutes ces idées woke, homosexuelles et tout ça, en quelques années, ont complètement retourné la tête des gens, surtout la jeune génération. Mais il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de ça. Énormément de gens qui s'inquiètent de ça, hein, qui seraient prêts qui voteraient sans problème pour vous, justement, si vous aviez un discours très très ferme là-dessus. Et pas juste, oui, on va interdire la propagande LGBT à l'école et tout ça, mais ça, c'est pas assez. Il faut carrément l'interdire. C'est-à-dire que c'est passible de prison. C'est ça qu'il faut. Bref, il y a beaucoup de mesures à prendre. Bon, en tout cas, je ne vais pas faire durer l'émission plus que ça fait déjà 1h20 qu'on est là. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé ce petit document intéressant. Voilà, on a découvert un petit peu une facette de l'histoire communiste qui était méconnue. Ma foi, les amis, écoutez, après cette émission un peu plus relaxante que d'habitude, je vous dis que Dieu vous garde, passez une bonne semaine, et je vous dis à très bientôt, bien sûr, sur le fil des postes. Allez, salut, ciao.